Nous parlerons des enjeux en termes de santé et de sécurité du salarié. Puis, nous ferons un focus sur l'encadrement conventionnel en essayant de savoir ce qu'est un accord collectif satisfaisant aux yeux du juge. J'essaierai de décrypter les attentes jurisprudentielles et je pense que monsieur le conseiller vous aidera à y voir plus clair. Et je terminerai par quelques questions, remarques, qui là aussi, je pense, vont conduire à des réactions de Philippe Flores et donc de Michel Morand, qui sont tous les deux de grands spécialistes des questions. Donc, en ce qui concerne les rappels, régime en forfait jour, les grandes lignes, donc on peut noter que la convention de forfait jour fixe un nombre de jours travaillés dans l'année, globalement, et ne comporte aucune référence horaire. Les salariés qui sont soumis à ce régime ne sont concernés ni par la durée légale du travail, ni par les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires et aux durées de travail. En revanche, ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En ce qui concerne les salariés éligibles à ce type de travail, il s'agit, à rappeler, de salariés autonomes dans l'organisation de leur emploi. Ils peuvent être cadres ou non cadres. Alors déjà, ce qu'on peut préciser, c'est que le juge vérifie que le salarié remplit les conditions légales et conventionnelles d'éligibilité au forfait en jour en tenant compte de ses fonctions et non d'éléments externes au travail comme la taille de l'entreprise. On peut également noter que le salarié qui le souhaite peut, dans le cadre d'un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie du salaire. Et là, déjà, on commence à se poser la question de la protection de la santé et de la sécurité. Certaines conventions collectives, d'ailleurs, se sont particulièrement penchées sur ça. On peut noter un exemple, la Convention collective nationale de l'immobilier, dont l'avenant du 5 décembre 2017 relatif au forfait jour prévoit que l'employeur devra apporter une attention particulière aux salariés qui usent de manière continuelle et excessive de sa faculté de rachat de ces jours de repos. Alors, on passe au deuxième point maintenant concernant les enjeux en termes de santé et de sécurité. Alors, par sa nature même, on vient de voir qu'en fait, les salariés échappent à un calcul en heures de la durée du travail et donc notamment maximale de travail. Donc, le forfait jour, par sa nature, fait supporter aux salariés des risques et du travail. La conformité du dispositif au droit de l'Union européenne, à la directive de 2003, une directive sur le travail, prévoit des durées maximales de travail à pu être discutées. Et le Comité européen des droits sociaux, lui, à plusieurs reprises, a considéré que le dispositif était contraire à la Charte sociale européenne, mais on sait le peu d'impact quand les décisions du CEDS. Alors, en tout cas, palliant la carence du législateur, la Cour de cassation a exigé, dans un arrêt du 29 juin 2011, que toute convention de forfait en jour soit prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durée maximale de travail. Donc aujourd'hui, elle nous dit, et c'est mieux, de durée raisonnable, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Quelques mois plus tard, elle a précisé que les juges du fond devaient vérifier si les stipulations de l'accord collectif étaient de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé et donc permettent d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. De nombreux accords collectifs ne respectant pas les exigences jurisprudentielles ont été invalidés, fragilisés le dispositif parce qu'il faut que la convention individuelle de forfait conclue sur le fondement d'un accord collectif insuffisamment protecteur de la santé et de la sécurité des salariés est nulle, et du fait d'un retour à un calcul hebdomadaire et horaire de la durée du travail de manière rétroactive. Le salarié pourra notamment prétendre à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires. Alors, en vue de juguler l'hémorragie, la loi du 8 août 2016 a adapté les règles en matière de suivi, charge de travail des salariés. Les mentions obligatoires des accords collectifs ont été complétées à cet effet. On le voit, l'accord collectif détermine l'indicatif à valeur d'impératif, il doit déterminer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle
personnel, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Et il détermine également les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Et on a une disposition d'ordre public, l'article L31-2160 du travail, pose une exigence générale. L'employeur est tenu de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est soumise à une raisonnable et permet une bonne répartition. La loi du 8 août 2016 a sécurisé les conventions conclues sur le fondement d'accords collectifs conclus antérieurement à sa publication et ne comportant pas les stipulations exigées par les nouvelles dispositions légales. Alors on le voit là, d'une part, lorsque ces accords sont révisés pour être mis en conformité avec la loi, l'exécution de la convention de forfait se poursuit sans avoir besoin de requérir. Et d'autre part, à défaut de stipulations conventionnelles relatives au suivi salarié, donc en forfait jour, l'employeur peut valablement conclure une telle convention à condition de respecter 3 règles. Il doit établir un document de contrôle mentionnant la date et le nombre de journées et demi-journées. Il doit s'assurer de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le reste du temps de repos. Il doit organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit rester raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle. Alors, je ne développe pas beaucoup plus sur ce dispositif béquille, puisque Michel... Mais en tout cas, on peut dire que ce dispositif béquille laisse un accord boiteux. Ce mécanisme de sauvetage vise à pallier non seulement les insuffisances des accords qui auraient avant la publication de la thèse, mais également les insuffisances après. Et le cynisme sera porté à son comble lorsque l'accord insuffisant sera... Parce que l'employeur organisera le sauvetage d'un dispositif qu'il aura lui-même mis en place. Alors, il me semble que le législateur aurait été, à l'époque de la célébration de l'accord, il aurait été mieux inspiré d'imposer une négociation préalable à l'activation du dispositif, tout au moins lorsqu'il y a des délégués syndicaux dans l'entreprise. Alors, je rappelle rapidement là, les sanctions du manquement de l'employeur. Le non-respect par l'employeur des stipulations d'un accord collectif satisfaisant des faits, le manquement de l'employeur aux dispositions supplétives sur l'obligation de suivi conduit à la nullité de la convention individuelle. Et lorsque l'employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail, eh bien le salarié peut prétendre à des dommages d'intérêt au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Toutes ces sanctions résultent de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. On n'avait rien dans la loi. Passons maintenant sur le focus sur l'encadrement conventionnel. On va essayer de savoir ce qu'est un accord satisfaisant. On va tenter de décrypter les attentes jurisprudentielles. Depuis quelques années, la Cour de cassation, précisant ses attentes, exige que les stipulations conventionnelles prévoient un suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. C'est donc un véritable contrôle au fil de l'eau que l'accord doit ériger. Même si les durées maximales légales ne s'appliquent pas, la protection de la santé des travailleurs exige que l'on contrôle le possible caractère excessif de l'amplitude des journées de travail. Et remédier en temps utile à une charge de travail excessive suppose la mise en œuvre de 2 séries de moyens. D'abord, des modalités de décompte des temps travaillés. Ensuite, des mécanismes de régularisation rapide des situations dans lesquelles la charge de travail du salarié le conduit à dépasser une durée raisonnable de travail. Alors, un petit développement rapide sur chacun de ces points. Sur le suivi de la durée du travail d'abord, il est fréquent que les accords se bornent, nous dit la Cour de cassation, à prévoir un système de décompte des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que des journées ou des demi-journées non travaillées. Alors, cette information, évidemment, elle est utile pour savoir si le salarié réalise bien le nombre de jours prévus dans le forfait et s'il bénéficie des jours de repos conventionnels et des congés légaux. En revanche, ce décompte n'est d'aucune utilité par rapport à ce qu'impose la Cour de cassation. Car si l'employeur veut pouvoir remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail, il ne suffit pas qu'il soit informé du nombre de jours travaillés, encore faut-il qu'il en connaisse la durée.
Et là, on a quand même un problème, hein, puisqu'on a un décompte en jours et pas en heures. Ça rend un peu schizophrène quand même, hein, ce système. Hein. Donc, un salarié peut parfaitement bénéficier de ces temps de repos tout en travaillant au-delà du raisonnable. Sur le mécanisme correcteur ensuite, l'employeur doit réagir rapidement, en temps utile, nous dit le juge, s'il ressort du suivi effectué que le salarié a travaillé récemment au-delà du raisonnable. Mais pour que cette réactivité soit forte, le suivi se doit d'être régulier. Mais il ne s'agit pas d'une simple irrégularité, une fois par an. Ça ne suffirait pas. Le suivi doit être en réalité rapproché dans le temps. Plutôt qu'être régulière, l'attention portée au rapport entre charge de travail et durée du travail doit être quasi permanente. Autre précision jurisprudentielle, le mécanisme correcteur ne doit pas dépendre exclusivement d'une prise d'initiative du salarié. C'est à l'employeur, ou plus concrètement au supérieur hiérarchique de l'intéressé, sous la supervision éventuelle du DRH, d'identifier les situations à risque et de les faire cesser. Alors, à ce niveau, on peut se poser la question de savoir si l'accord peut prévoir l'obligation pour le salarié d'avertir sa hiérarchie en cas de charge de travail excessive. J'aurais tendance à répondre par l'affirmative, en raison de l'obligation légale qui pèse sur le salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité. Mais quid s'il ne le fait pas? Pourra-t-on reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté les stipulations de l'accord si le salarié, autonome, rappelons-le, ne l'avertit pas d'une surcharge de travail alors que tout est prévu pour qu'il puisse le faire, notamment des dispositifs d'alerte? Alors, plusieurs questions peuvent être soulevées. D'abord, pourquoi exiger un suivi effectif dans l'accord collectif, comme le font les juges de la Cour de cassation, plutôt que des mesures concrètes permettant un suivi effectif par l'employeur? Ensuite, qu'implique concrètement et positivement pour les négociateurs l'exigence de stipulations permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail? Et ensuite, ce que je voudrais un tout petit peu développer, c'est qu'on a parfois du mal à identifier la raison pour laquelle certains accords sont validés et d'autres censurés. Là, j'ai pris 2 exemples. Le premier est celui de la censure opérée par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2021 de l'accord sur le temps de travail du Crédit Agricole du 13 janvier 2000, dont les stipulations se bornent à prévoir, notamment, que le contrôle des jours travaillés et des jours de repos est effectué dans le cadre d'un bilan annuel et qu'un suivi hebdomadaire vérifie le respect des règles légales et conventionnelles en matière de temps de travail, notamment les heures de repos quotidien, sans effectuer, nous dit la Cour, de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Donc, OK, on comprend la censure. Ensuite, c'est à comparer avec un autre arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 juillet 2023. Oui, c'était dans le même, c'est moi qui t'ai induit une erreur, c'est la même diapo, pardon, c'était en bas, parce que j'avais essayé de le mettre sur 2 diapos, mais ça ne marchait pas. Donc, à comparer avec un arrêt du 5 juillet 2023, dans lequel la Cour de cassation a considéré, au contraire, que l'avenant du 11 décembre 2012 applicable aux employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, les étames du bâtiment, étaient suffisamment protectrices. Cette convention prévoit notamment que l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. C'est très bien, mais là, moi, ça me paraît purement incantatoire. Hein. La Convention prévoit un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et de congés, qui est tenu par l'employeur ou par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur. Et ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos, OK, mais où est l'amplitude, la charge de travail, afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice. Alors moi, je me demande en quoi cet accord permet à l'employeur d'apporter rapidement des ajustements au fil de l'eau en cas de surcharge de travail, quid des mesures concrètes, quid d'un dispositif d'alerte. Et donc, par rapport à la censure du dispositif précédent, je ne vois pas trop pourquoi celui-ci a été validé. Non, c'est toujours la même page. Et certains ont vu dans l'arrêt de 2023 un relâchement de la Cour dans son contrôle des accords collectifs forfait jour. En revanche, je trouve plus compréhensible la validation le 2 octobre 2024 par la Chambre sociale de la Cour de cassation de l'accord forfait jour du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire,
qui a effectué effectivement un suivi effectif et régulier, enfin qui prévoit un suivi effectif, moi je préférerais dire concret, et régulier de la charge de travail avec des modalités concrètes et détaillées. J'ai pas le temps de développer, mais vraiment, quand on regarde cet accord, c'est vrai que ça convainc. Qui prévoit d'organiser un entretien lorsque des difficultés sont repérées, qui prévoit également un dispositif d'alerte à l'initiative du salarié. Et ce dispositif d'alerte doit aboutir, lorsqu'il est activé, à des décisions concrètes. Enfin, on a vraiment là des stipulations qui, à mon sens, décrivent bien comment le salarié et surtout l'employeur peuvent remédier à une surcharge de travail. Et enfin, la dernière question que je poserai, là, effectivement, on peut changer de diapo, Sophie, je te remercie. C'est comment mesurer la charge de travail. On a un grand flou sur ce qu'il faut entendre par charge ou surcharge de travail. On pouvait espérer que les négociateurs de branche se penchent sur la question et tentent d'objectiver des critères de qualification de la charge de travail, mais même les accords validés par la Cour de cassation ne le font pas. Alors là, moi, je vais me permettre juste de faire la voix d'un de nos collègues de Bordeaux, Sébastien Tourneau, qui a mis en avant que les partenaires sociaux auraient pu choisir, par exemple, de s'inspirer du contrôle judiciaire des clauses d'objectifs. L'accord pourrait poser les questions suivantes. Est-ce que les missions et les objectifs confiés aux salariés sous forfait jour sont réalistes et réalisables? Implique-t-il l'adoption par le salarié d'un comportement potentiellement dangereux pour sa santé? Les missions confiées aux salariés en forfait jour sont-elles d'une ampleur comparable à celle des tâches confiées à d'autres salariés de l'entreprise ou du secteur d'activité? Là, il me semble que vraiment les partenaires sociaux s'empareraient de la question de la charge de travail, mais pour l'instant, enfin, à ma connaissance, même parmi les accords validés par la Cour de cassation, on ne trouve pas ça. Alors, en ouverture, juste ce que je voudrais dire, c'est que le législateur a délégué aux partenaires sociaux le soin d'encadrer le forfait en jour. Et la matière illustre parfaitement le mouvement actuel de conventionnalisation du droit du travail, au sens où priorité est donnée à l'accord collectif sur la loi, dans l'adoption des normes. Mais jusqu'où peut aller cette délégation de compétences? Dans quelle mesure le législateur peut-il laisser la main aux partenaires sociaux dans l'encadrement du forfait en jour, sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles relatives au droit à la santé et au repos? Alors certes, sous l'impulsion de la Cour de cassation, le législateur, en intervenant en 2016, a un petit peu corrigé le tir, parce qu'en 2001, à la naissance du dispositif, on avait des exigences légales qui pouvaient sembler correctes, même si les accords collectifs conclus sous l'empire de cette loi de 2001 ont été largement censurés aussi. Mais en 2008, le législateur a enlevé tout encadrement conventionnel. Simplement, il exigeait des accords collectifs qui prévoient les catégories de salariés éligibles. Donc finalement, c'est encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le juge, c'est la Cour de cassation qui a sauvé le dispositif. Et en fait, ce qu'on peut quand même noter, c'est que même après ce durcissement de l'encadrement légal des accords forfait jour en 2016, et même après les précisions jurisprudentielles, les accords collectifs ne sont pas forcément satisfaisants. Il en résulte donc une forte insécurité juridique, puisque la validité des dispositifs conventionnels ne sont pas garanties tant que le juge n'a pas statué au cas par cas, y compris lorsque c'est sous son impulsion que les partenaires sociaux ont remis l'ouvrage sur le métier en améliorant le dispositif conventionnel. Et c'est ma dernière phrase. On serait tenté de conseiller aux employeurs d'activer systématiquement le dispositif béquille tant que la validité du dispositif conventionnel n'a pas été reconnue par le juge de cassation. Je vous remercie. Donc, je crois qu'il y a peut-être une Des réaction réactions. du conseiller de la Chambre sociale. Merci. Je vais peut-être dans un premier temps essayer de réagir notamment par rapport à la précision du contenu des exigences de la Cour de cassation en la matière. Il est certain qu'avec l'arrêt du 29 juin 2011 et la suite qui a été faite dans l'examen des divers accords collectifs, la Cour de cassation a simplement rappelé que la dérogation du forfait en jour, qui permet de s'extraire du décompte horaire de la durée du travail, avait une exigence, c'était qu'elle devait être faite dans le principe de santé et de sécurité prévu par l'article 17 de la directive de 2003. Et dès lors qu'on abandonnait ce critère horaire, qui est quand même très commode pour vérifier s'il y a surcharge ou pas de travail et le respect des règles de santé et de sécurité, ce que la Cour de cassation a exigé, et encore une fois en 2011, c'était soit le dispositif légal était invalidé, soit on trouvait une méthode pour pouvoir le faire vivre, ce qui a été le cas. Et donc il a fallu substituer un critère quantitatif très simple, le chronomètre, un critère qualitatif. Qu'est-ce que c'est qu'une charge de travail dans le respect de la santé et de la sécurité? D'où l'exigence qui est le respect, la convention collective, dans la mesure où
les partenaires sociaux se voient déléguer par le législateur la responsabilité de mettre en œuvre le forfait en jour, la convention collective doit contenir des stipulations suffisantes pour garantir le respect de durées raisonnables de travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Repos quotidien hebdomadaire, alors c'est facile relativement, puisque ce seront les 11 heures et les 11 heures par jour et 35 heures de repos hebdomadaire. Les durées raisonnables de travail, c'est l'inverse, c'est-à-dire parce que même si on respecte les repos hebdomadaires et quotidiens, on peut travailler 78 heures par semaine, ce qui dans le temps pourrait être regardé comme assez déraisonnable. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Et donc, il appartenait aux partenaires sociaux qui sont responsables de la mise en œuvre du forfait en jour, de déterminer qu'est-ce qui va garantir une durée raisonnable de travail dans l'entreprise, avec plusieurs jalons. D'abord, c'est l'employeur qui reste débiteur de l'obligation de sécurité. Alors, même si le salarié est autonome, mais l'autonomie, c'est dans l'organisation de son emploi du temps. L'autonomie du salarié dans l'organisation de l'emploi du temps ne dissout pas la responsabilité de l'employeur en termes d'organisation et de respect de l'obligation de sécurité. Donc, certes, on va pouvoir le solliciter, mais ça ne peut pas reposer que sur le salarié. Et d'autre part, qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre pour pouvoir manifester la vigilance de l'employeur à cet égard? Alors, nous avons invalidé beaucoup d'accords collectifs. Un certain nombre ont passé les fourches codines de la jurisprudence, parfois au prix d'une interprétation créatrice, mais parce qu'il y a quand même deux étapes, hein, il faut être bien conscient. D'une part, il y a la manifestation par des partenaires sociaux de ces points de vigilance. Et le premier accord collectif, celui qui a été validé le 29 juin 2011, était assez peu disant, mais il manifestait une exigence malgré tout, c'est que le supérieur hiérarchique s'assurait de la charge raisonnable de travail. Et il s'assurait au fil de l'eau déjà. Enfin, c'était pas exprimé comme ça, mais c'était inclus dans l'arrêt du 29 juin. Et cette exigence-là, dans les accords collectifs suivants, on l'a pas trouvée, d'où les invalidations à plusieurs reprises. S'agissant des deux arrêts qui ont été invoqués par Florence, il me semble qu'il y a une différence qui est assez nette. Alors, les deux peuvent être effectivement sur une ligne de crête, hein, la ligne de partage des eaux entre ce que l'on va valider et ce que l'on ne va pas valider. En 2021, donc effectivement, nous avions un accord collectif qui se bornait à parler donc à vérifier le contrôle des jours travaillés et des jours de repos, comme ça a été signalé. La charge de travail, c'est pendant les jours de travail. Donc, ce qui se passe pendant les jours de repos est intéressant pour savoir dans l'année si le salarié peut se reposer, mais ne renseignant rien sur la charge de travail qui est confiée au salarié justement pendant les jours de travail. Et ensuite, il y avait un bilan annuel avec un suivi hebdomadaire par qui vérifie le respect des règles légales et conventionnelles les concernant en matière de temps de travail, notamment les 11 heures de repos quotidien. Mais les 11 heures de repos quotidien, c'est une exigence légale, et là encore, ça ne renseigne en rien sur qu'est-ce qui se passe en termes de charge de travail pendant les heures de travail. C'est ça qui a été sanctionné. Et d'autre part, on ne savait pas qui devait faire ce suivi, comment a été manifestée la vigilance de l'employeur à cet égard. Sur l'arrêt de 2023, en revanche, il y a davantage. Le document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail non de repos, enfin de la prise ensemble des jours de repos, ça c'est indifférent sur la charge de travail. La situation sera examinée lors d'un entretien au manuel avec le supérieur hiérarchique qui portera sur la charge de travail de salarié, l'amplitude de ses journées d'efficacité qui devrait rester dans les limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation de la vie professionnelle, ça c'est l'entretien. Et ce que nous avons dit, c'est en ce qu'il impose à l'employeur de veiller au risque de surcharge de travail du salarié et d'y remédier. Alors certes, nous avons interprété l'accord pour lui faire dire cela, mais ensuite, dès lors que l'on a dit que l'employeur devait veiller au risque de surcharge de travail et faire en sorte d'y remédier, la question c'est l'a-t-il fait en réalité? Et comment s'est-il organisé pour pouvoir assurer effectivement et justifier, parce que ça sera lui de le faire, de l'exécution de cette obligation? Donc ce que l'on souhaite d'abord, c'est que dans l'accord collectif doit être manifesté la vigilance de l'employeur, et après on peut être plus ou moins précis dans cette expression. J'imagine qu'un accord de branche le sera moins qu'un accord d'entreprise parce qu'il sera plus difficile d'envisager ou d'examiner l'ensemble des postes qui pourraient relever du forfait en jour. Et ensuite, l'enjeu réel, c'est l'exécution effective de cette obligation. En sachant que déjà, au niveau de l'accord collectif, le juge doit d'office vérifier la validité de l'accord collectif. Et c'est ce qui explique les premières décisions que nous avons rendues en matière de dispositifs dits béquilles,
où on a repris ce qui est la règle légale qui est exprimée désormais par l'article 3121-60 du Code du travail, c'est-à-dire l'obligation pour l'employeur de veiller à ce qu'il n'y ait pas de surcharge de travail, qui doit irriguer tout le dispositif, y compris béquille. Quand on imagine qu'un employeur qui aurait un accord insuffisant pourrait activer le dispositif béquille n'est pas fait pour être moins 10 ans. Donc, si l'employeur n'a pas été en mesure de déterminer des obligations suffisamment précises et efficaces pour s'assurer que ces obligations de santé et de sécurité sont bien respectées, je ne suis pas certain que le simple fait d'appuyer sur le bouton dispositif béquille permette de suppléer à une insuffisance initiale s'il ne s'est pas posé la question qui est déterminante. Qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer que les règles de santé et de sécurité sont mises en œuvre et sont effectivement mises en œuvre dans mon entreprise? À cet égard, le salarié peut être mis à contribution, mais toute notre jurisprudence démontre que la seule action de l'emploi du salarié est insuffisante. Pourquoi? Parce que même un cadre autonome, je dirais a fortiori un cadre autonome, il n'est pas certain que spontanément un cadre vienne dire « je n'y arrive plus ». Donc, s'il le fait, c'est très bien, mais l'employeur doit aussi faire en sorte de s'assurer que le salarié y parvient et si jamais il renonçait, c'était ce qui était sous-jacent dans certains accords collectifs qui mettaient une pression assez forte sur le salarié et avec un formalisme très fort sur la dénonciation d'une situation insupportable, le risque aussi, c'est le contentieux d'insuffisance professionnelle. Donc, il faut bien que l'on ait un dispositif par rapport à la charge de travail qui indique « je dois pouvoir alerter », mais sans que je sois mis en accusation de ne pas faire ce que je devrais faire. Et c'est ça que l'on doit retrouver d'abord dans l'expression peut-être générale, mais précise, qui fait quoi dans la surveillance de la charge de travail, et surtout quand l'employeur devra justifier de ce que l'accord collectif a bien été mis en œuvre. Et le risque, c'est que dans un dispositif béquille assez peu exigeant, c'est que la mise en œuvre de ce dispositif soit insuffisante. Et d'ailleurs, les arrêts que nous avons rendus en la matière montraient que tel était le cas et que le dispositif béquille ne permettait pas, en tout cas, le juge devait aller vérifier si effectivement les niveaux d'exigence avaient été satisfaits. Dernier point sur l'arrêt du 2 octobre, pour montrer aussi l'apport de la jurisprudence. Nous avons dit que l'accord était suffisant par un obiter dictum. Nous n'étions pas obligés de le faire. Nous avons bien précisé que cet accord-là était très intéressant et tout à fait vertueux, mais que le vrai débat ensuite, c'était de savoir si cet accord vertueux avait été réellement mis en œuvre par l'employeur. Et c'est là qu'on verra si ces exigences sont purement incantatoires, c'est-à-dire destinées à satisfaire un premier examen facial de l'accord collectif par le juge. Ce qui nous importe et ce qui importe à la jurisprudence européenne, c'est l'effectivité de la mise en œuvre des règles en matière d'obligation de sécurité. Bon, j'espère avoir été suffisamment clair et j'espère avoir pu donner quelques clés de lecture s'agissant de la jurisprudence de la Chambre, que je suis depuis un certain temps sur ce sujet. Alors, bien sûr, tout ça est parfait. Tout est parfait. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. En qualité d'avocat et de praticien, c'est-à-dire que je suis amené à rédiger comme ça un certain nombre d'accords d'entreprise ou de branche sur ce dispositif. Est évident que donc j'ai un certain nombre d'observations et puis encore des interrogations sur le dispositif. Sur les observations, la difficulté qu'a le rédacteur dont je fais partie, c'est que la jurisprudence, comme vous l'avez parfaitement dit, a évolué dans les exigences quant au contenu de l'accord collectif. Et donc, au moment où l'accord collectif est négocié, rédigé, négocié, on a en face effectivement ce que les exigences de la Cour de cassation et on pense satisfaire au souhait de la Cour de cassation quant au contenu de l'accord collectif. Mais il s'avère, comme vous l'avez indiqué, que ces exigences se sont accrues au fil des évolutions des décisions de la Cour de cassation, dans un sens normalement protecteur, bien sûr, de la santé des salariés, et donc il a pu se faire que l'accord collectif négocié à un instant donné ne soit plus en phase avec les exigences de la jurisprudence. Et si on regarde aujourd'hui les accords de branche ou d'entreprise, en tout cas les plus anciens, bon, il faudra parier qu'aucun d'entre eux n'est conforme aux exigences souhaitées par la Cour de cassation quant au contenu de l'accord collectif, parce que ces décisions les plus récentes montrent quand même de nombreux écarts entre les exigences par rapport à l'arrêt de 2011. C'est une vraie difficulté.
une vraie difficulté du rédacteur. L'autre difficulté, si vous voulez, c'est dans la rédaction, c'est que la liberté n'est pas totale de rédaction. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires, c'est un contrat, vous le savez, et donc la liberté rédactionnelle n'est pas tout à fait totale. Il y a des choses, des dispositions que l'on souhaiterait intégrer qui ne sont pas souhaitées ou par les organisations patronales ou par les organisations syndicales de salariés. Donc l'exercice est un peu compliqué pour se conformer aux souhaits de la Chambre sociale et de la Cour de cassation. Et puis, peut-être, mais ça, c'est plus une question finalement, je me dis qu'aujourd'hui, puisque notamment sur comme je suis avocat, j'ai constaté avec beaucoup de tristesse les deux accords signés au niveau de la branche, invalidés par la Chambre sociale, le premier il y a quelques années, le second plus récemment, après qu'il ait été refait, hein. Ce qui montre bien ce qui illustre presque un peu ce que je viens de dire. Et donc je me dis, mais finalement, est-ce qu'il ne suffirait pas de, entre guillemets, recopier les clauses de tel ou tel accord validé par la Chambre sociale pour dire, au fond, là, ça y est, c'est parfait. On a recopié, entre guillemets, un dispositif qui a été validé. Mais avec ce que vous indiquiez tout à l'heure, monsieur Flores, à savoir que plus on met de dispositifs ou de dispositions dans l'accord collectif, et plus le risque est grand ou important qu'il ne soit pas respecté. Alors, je veux dire, c'est moins grave d'une certaine manière, puisque si l'accord collectif est parfait, si l'employeur ne le respecte pas, ça n'invalide pas la totalité du dispositif. En fait, ça n'est que la convention individuelle du salarié est privée d'effet d'une certaine manière. Il suffit que l'employeur réapplique ultérieurement le dispositif pour que tout fonctionne presque normalement. Mais c'est vrai que plus on en rajoute, et plus le risque est que l'employeur, se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans la branche, si c'est un accord de branche, qu'est-ce qu'ils ont été écrire tout ça, il est évident que c'est trop compliqué, on ne va pas appliquer. Voilà, c'est un peu les limites aussi à l'exercice. Et puis, pour terminer sur ces observations en tant que rédacteur, moi, ce qui aussi qui fait défaut, je crois, et là aussi c'est dû aux interventions législatives, hein, c'est que l'accord collectif, quand on est au niveau de la branche, n'a pas nécessairement à être étendu, n'a plus nécessairement à être étendu. Antérieurement, l'accord collectif de branche devait être étendu, ce qui pouvait donner, alors non pas une garantie absolue, la preuve, mais en tout cas une première lecture de la conformité législative du dispositif. Or, aujourd'hui, pas de nécessité d'extension, et ce qui pose un peu la difficulté d'une entreprise d'une branche qui serait non adhérente au syndicat patronal qui a négocié le texte, donc qui n'aurait pas vocation nécessairement à pouvoir appliquer l'accord de branche, car non étendu, mais souhaitant quand même mettre en place le dispositif de convention individuelle de forfait prévu par cet accord de branche non étendu. Alors c'est plus une interrogation, une question finalement. Quant, quant au dispositif lui-même et sur les problématiques de protection du droit au repos et à la santé des salariés, il y a tout ce qui a trait aussi au forfait réduit. Forfait réduit, aujourd'hui, effectivement, il y a un forfait, disons, légal de 218 jours, terme légal entre guillemets, bien sûr, mais rien n'empêche d'avoir des forfaits réduits. Et donc, dans ces forfaits réduits, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il y a les mêmes exigences quant au contenu de l'accord collectif, s'il s'agissait d'un forfait réduit? Certes, ce n'est pas des salariés à temps partiel, bien évidemment, mais ce forfait réduit, est-ce qu'il y aura les mêmes exigences de protection du repos, la santé? Si, par exemple, on met en place un accord collectif avec un forfait réduit de 100 jours dans l'année, on peut imaginer qu'il n'y a pas la même charge de travail que dans un forfait de 217 ou 218 jours. Donc, il y a cette question qui se pose là. Et puis, également, le cumul de ces forfaits réduits pour le compte de plusieurs employeurs. Il n'y a pas de limite. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que le salarié en forfait réduit travaille pour le compte d'une entreprise 100 jours, que pour une autre entreprise, il travaille 100 jours encore, pour une troisième 100 jours. Certes, il faudrait qu'il trouve le temps de le faire, mais ça peut renvoyer. Il n'y a aucune limite dans le Code du travail, parce que ce forfait réduit, d'ailleurs, est ignoré du Code du travail, on ne connaît pas. La jurisprudence en admet la validité, mais la question d'un contrôle comme ça d'un salarié qui a plusieurs employeurs avec plusieurs forfaits jours réduits qui pourraient complètement éclater tous les plafonds qui existent. Toujours dans ces interrogations un peu particulières, il y a aussi
le forfait du Code du travail, tout simplement, qui permet d'aller, alors certes, il faut qu'un accord collectif l'autorise, mais quasiment qui permet d'aller jusqu'à 282 jours par an, puisque, hormis les congés payés et le repos hebdomadaire et peut-être le 1er mai, tout le reste pourrait générer effectivement un dispositif forfait jour de 282 jours, inadmissible, inacceptable et incompatible, à mon sens, effectivement, avec le droit au repos et la protection de la santé des salariés. Alors, c'est un peu surprenant, mais pour l'instant, naturellement, il n'y a pas eu de sanction à ce dispositif forfait jour jusqu'à 280 jours, 282 jours. Et puis peut-être enfin, mais ça a été évoqué par l'un et par l'autre, euh, les exigences qui sont importantes quant à l'accord collectif, et puis le fameux dispositif béquille, voilà, où effectivement ce dispositif béquille, on a le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup d'exigences, en tout cas de par la rédaction de l'article 31-21-65, je crois, disant au fond l'employeur, il a simplement à établir un document qui comptabilise les journées, demi-journées travaillées. Alors certes, il y a bien l'article 31-21-60 qui prévoit que c'est une disposition de droit public que l'employeur doit régulièrement contrôler la charge de travail du salarié, mais on a le sentiment qu'il y a une exigence importante quand il s'agit de l'accord collectif. Et ce dispositif béquille qui est destiné à réparer les insuffisances de l'accord collectif, pas beaucoup d'exigences formelles finalement, beaucoup d'exigences formelles, alors certes, dans la finalité de protection de la santé du salarié, et finalement, ce dispositif béquille, assez peu d'exigences formelles, et on se dit, mais peut-être que si l'accord collectif ne comportait pas tout, le dispositif de l'article L31-21-60 aurait pu suffire, puisque, en fait, même si l'accord collectif est imparfait, on pourrait dire, ben, ça n'empêche pas que l'employeur doit s'assurer du contrôle régulier de la charge de travail, alors même que l'accord collectif est insuffisant sans être passé par le dispositif béquille, ce dispositif qui est un peu, qui me paraît un peu particulier. Et comme le soulignait tout à l'heure le professeur Bergeron, en plus, on peut imaginer que l'accord d'entreprise soit imparfait et que l'employeur ait la capacité, par un document unilatéral, de réparer l'imperfection à laquelle il a pu sciemment ou patiemment participer. Donc c'est aussi quelques imperfections effectivement qu'on trouve dans le dispositif forfait jour. Je crois qu'on n'a pas tout dit sur ce dispositif au fil du temps, qui date de 25 ans quasiment, et pour lequel, là aussi par la pratique que j'ai moi des branches et des entreprises, il y a toujours confusion entre forfait jour et fameux JRTT, notre dispositif qui a JRTT qui a aussi disparu. Voilà. Donc c'est quelques observations complémentaires en ma qualité un peu plus de praticien, de rédacteur de ces accords. Et je tremble beaucoup à l'idée d'avoir rédigé le 3e accord de branche des avocats sur le forfait jour. Message Voilà. subliminal à Philippe Flores. Voilà, déjà. Non, c'est pas subliminal, mais Je dis je pense que petit. je vais faire vite un avenant pour recopier l'accord d'octobre 2024. C'est un peu une boutade et une plaisanterie, mais quand même, je tremble un peu, quoi. Euh, voilà, Ah c'est oui, quelques oui. informations. C'est ce qu'on se Je dit sais qu'on pas. n'aimerait pas rédiger les accords forfaits un jour, hein. On te le laisse. Non, non, non. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et aujourd'hui, je pense que quand on regarde un peu la- les dates de conclusion, de négociation de ces accords et le souhait aujourd'hui de la Cour de cassation, moi je ne critique pas ce que prévoit la jurisprudence, mais néanmoins, la plupart des accords sont hors jeu, là, si je puis dire, hein, hors jeu du souhait des exigences de la jurisprudence. Et donc, à mon avis, c'est pas fini, ça n'a pas fini d'alimenter. Et je ne parle pas des accords d'entreprise, bien évidemment. Les accords d'entreprise, il en remonte quelques-uns, mais pas tellement finalement. C'est plus au niveau des accords de branche que les choses, mais c'est de même nature, hein, bien sûr. Voilà, c'est quelques observations complémentaires que Merci je beaucoup à tous.